Posez une main sur votre poitrine. Sentez-vous ce battement régulier, ce petit métronome de chair qui rythme votre vie depuis le premier instant? Et si tout ce que vous tenez pour évident s'effondrait d'un seul coup? Que le temps qu'il mesure n'est peut-être qu'une illusion produite par votre cerveau? Que les lois fondamentales de l'univers se fichent éperdument de savoir si le cœur bat avant ou après que le sang circule? Que deux particules à l'opposé de l'univers observable se parlent instantanément, sans aucun signal entre elles? Que l'information sur votre vie entière, chaque souvenir, chaque pensée, chaque atome qui vous compose, pourrait un jour tomber dans un trou noir et disparaître, violant ainsi la règle la plus sacrée de la physique. Et que la question la plus simple qui soit, qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement de tout, n'a peut-être tout simplement pas de réponse, non pas parce que nous manquons de données, mais parce que la question elle-même n'a aucun sens. Ce ne sont pas des spéculations de philosophes en mal d'inspiration. Ce sont les 5 mystères les plus profonds que la physique moderne ait jamais rencontrés. Et après des décennies de travail, les plus grands cerveaux de l'humanité n'ont toujours pas de réponse définitive. Bienvenue sur la science assoupie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce que l'univers refuse de nous dire. Avant de commencer ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le pouce vers le haut. Cela nous aide énormément à continuer ces explorations chaque semaine. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville écoutez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Nous adorons savoir depuis quel coin du monde vous nous rejoignez. Par ailleurs, dans la description sous cette vidéo, vous trouverez un lien pour soutenir notre chaîne avec un don. Chaque donateur sera mentionné dans notre prochaine vidéo, et vous pouvez également y proposer un sujet scientifique qui vous passionne, nous pourrions bien en faire un épisode complet. Maintenant, éteignez les lumières. Ce que nous allons explorer ensemble ce soir n'est pas pour les esprits qui aiment les réponses simples. Commençons par la chose la plus familière du monde, quelque chose que vous utilisez sans y penser depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin. Quelque chose d'aussi évident que l'air que vous respirez, d'aussi inévitable que la gravité, le temps. Vous savez exactement ce que c'est. Vous l'avez vécu chaque seconde de votre vie. Hier est passé, demain viendra. Le présent glisse sans cesse entre vos doigts, comme de l'eau que vous tentez de retenir dans vos paumes. Tout le monde comprend le temps, tout le monde le ressent. Et pourtant, si vous demandiez à n'importe quel physicien théorique ce qu'est réellement le temps, il marquerait une pause. Il choisirait ses mots avec soin. Et au bout de quelques minutes de réflexion, il vous avouerait quelque chose de troublant. Nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Pas dans le sens où nous manquons de mesure ou d'observation. Nous savons mesurer le temps avec une précision qui dépasse l'imagination. Nos meilleures horloges d'atomique ne perdraient pas une seconde en plusieurs milliards d'années. Non, le problème est bien plus profond. Le problème, c'est que les lois fondamentales de la physique, les équations qui gouvernent chaque particule, chaque force, chaque interaction dans l'univers, ces lois sont parfaitement symétriques par rapport au temps. Elles fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Pour la physique fondamentale, il n'y a aucune différence entre hier et demain. Imaginez un film d'une bille qui roule sur une table. Si vous regardez ce film à l'envers, il a l'air tout aussi réaliste. La bille roule dans l'autre sens, c'est tout. Rien dans les lois de la physique classique ne vous dira lequel des deux est le vrai sens du temps. Maintenant, imaginez un film d'un verre qui tombe d'une table et se brise en 1000 morceaux. Retournez ce film. Vous voyez 1000 fragments de verre qui volent du sol, se rassemblent parfaitement et sautent sur la table pour reconstituer le verre intact. Immédiatement, vous savez que ce sens-là est faux. Jamais un verre brisé ne se reconstitue spontanément. Jamais la fumée d'une bougie ne rentre dans la mèche. Jamais un œuf brouillé ne redevient entier. C'est là où réside l'un des mystères les plus vertigineux de la physique. Les lois microscopiques sont réversibles. Mais l'univers macroscopique, lui, ne l'est pas. Il existe une direction claire, une flèche implacable qui pointe du passé vers le futur. Et personne n'a encore expliqué, avec une certitude absolue, pourquoi cette flèche existe, ni d'où elle vient vraiment. Pour comprendre cela, nous devons d'abord faire un détour par une révolution dont les conséquences nous déconcertent encore aujourd'hui. En 1905, un jeune employé de bureau suisse, qui travaillait dans un bureau des brevets à Berne parce que l'université ne l'avait pas pris comme chercheur, publia un article qui allait démolir notre conception du temps de fond en comble. Cet homme s'appelait Albert Einstein. Et ce qu'il nous révéla était si contre-intuitif, si violent pour le sens commun, que même un siècle plus tard, il faut faire un effort conscient pour vraiment l'accepter. Avant Einstein, le temps était ce que Newton en avait fait, une rivière universelle qui coulait à la même vitesse partout dans l'univers. Un tic-tac cosmique absolu, identique pour chaque étoile, chaque planète, chaque particule d'hydrogène dans le vide interstellaire. Si votre montre marquait midi, une montre identique à l'autre bout de la galaxie marquait aussi midi. C'était une évidence, un axiome, quelque chose que personne ne songeait à remettre en question. Einstein remit tout en question.
Sa découverte, que nous appelons la relativité restreinte, peut s'énoncer simplement. La vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse. Cette phrase anodine a des conséquences cataclysmiques. Pour que la vitesse de la lumière reste constante dans tous les référentiels, quelque chose d'autre doit changer. Et ce quelque chose, c'est le temps lui-même. Imaginez deux jumeaux, appelez-les Lucas et Thomas. Lucas reste sur Terre. Thomas monte dans un vaisseau spatial, capable de voyager à une vitesse qui approche celle de la lumière. Thomas part en direction d'une étoile lointaine. Il reste quelques jours et revient. Quand il descend du vaisseau et retrouve son frère Lucas, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lucas est vieux. Ses cheveux ont blanchi. Son visage est creusé de rides. Pour lui, des décennies se sont écoulées. Pour Thomas, seulement quelques années. Même heure de départ, même heure d'arrivée dans le calendrier de chacun, mais des durées radicalement différentes. Thomas a littéralement vécu moins de temps que son frère. Rien de cela ne relève de la fiction, ni de la métaphore. Des expériences réelles l'ont confirmé. Dans les années 70, des physiciens ont embarqué des horloges atomiques de précision dans des avions, d'autres dans des sous-marins qui plongeaient en profondeur. Quand ils comparaient ces horloges à celles restées au sol, les différences étaient là, mesurables, exactement conformes à ce qu'Einstein avait prédit. Aujourd'hui, les satellites GPS, qui guident chaque application de navigation sur votre téléphone, doivent corriger leurs horloges chaque jour à cause de la dilatation du temps. Sans cette correction, votre GPS accumulerait une erreur de plusieurs kilomètres en quelques heures. Le temps ne coule pas à la même vitesse partout. Il s'étire quand on se déplace vite, il ralentit près d'une masse gravitationnelle énorme. Au bord d'un trou noir, le temps s'écoulera si lentement pour un observateur extérieur qu'une personne qui tomberait dedans semblerait se figer pour l'éternité, suspendue à l'horizon des événements, comme une statue de lumière. Plus on s'enfonce dans un puits gravitationnel, plus le temps ralentit, et les expériences avec des horloges atomiques placées à différentes altitudes dans un bâtiment l'ont confirmé, même pour quelques mètres de différence. Voilà donc la première révélation. Le temps n'est pas un métronome universel. C'est quelque chose de local, de personnel, de malléable. Il se courbe et se tord selon les circonstances. Il n'y a pas de maintenant universel que tout l'univers partagerait. Ce qui est simultané pour vous peut être dans votre passé ou votre futur pour quelqu'un d'autre qui se déplace différemment. L'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ils forment un seul tissu, l'espace-temps, et ce tissu se déforme sous l'effet de la masse et de la vitesse. Magnifique, révolutionnaire. Et pourtant, cela ne nous dit toujours pas pourquoi le temps a une direction préférentielle. Pour ça, nous devons appeler à la rescousse un concept qui porte le nom grec de la déesse du destin, mais qui est en réalité une mesure du désordre, l'entropie. Prenez une boîte de dominos bien rangée. Chaque domino est à sa place. L'ordre est parfait. Renversez la boîte. Les dominos s'éparpillent dans tous les sens. Ils ne formeront jamais spontanément une ligne parfaite, simplement parce que vous avez renversé la boîte. Si vous filmez la scène et regardez le film à l'envers, des dominos épars qui s'organisent spontanément en rangée parfaite, vous savez immédiatement que quelque chose ne va pas. Voilà l'entropie en action. L'entropie, c'est la mesure du désordre d'un système. Un verre intact a une entropie basse. Un verre brisé en 1000 morceaux a une entropie élevée. La fumée d'une cigarette concentrée dans un petit nuage a une entropie basse. Cette même fumée dispersée dans toute une pièce a une entropie élevée. L'entropie ne fait qu'augmenter dans un système fermé. C'est la seconde loi de la thermodynamique. Et selon cette loi, le désordre s'accroît toujours. Il ne revient jamais spontanément à l'ordre. Maintenant, voyez-vous où cela nous mène ? Si le désordre ne fait qu'augmenter, alors le passé est le moment où le désordre était moindre. Le futur est le moment où le désordre sera plus grand. Et cette asymétrie, plus d'ordre dans le passé, plus de désordre dans le futur, crée précisément la flèche du temps que nous ressentons. Le temps coule dans la direction où l'entropie augmente. Nous nous souvenons du passé parce que le passé a laissé des traces dans un univers plus ordonné. Nous ne nous souvenons pas du futur parce qu'il n'a pas encore laissé ses traces. Élégant. Mais il y a un problème immédiat, et un grand physicien autrichien nommé Ludwig Boltzmann le vit dès la fin du XIXe siècle. Si les lois microscopiques sont réversibles, si chaque collision entre atomes peut aller dans les deux sens, pourquoi l'entropie augmente-t-elle toujours dans un seul sens ? La réponse de Boltzmann était statistique. Il y a infiniment plus de façons pour un système d'être désordonné que ordonné. Un verre intact est un arrangement très précis et particulier des molécules de verre. Un verre brisé peut se briser de 1000 milliards de façons différentes. Statistiquement, le désordre est écrasant plus probable. Mais voilà où le mystère devient vraiment vertigineux. Si l'entropie augmente parce que le désordre est statistiquement plus probable, alors en remontant dans le passé,
l'univers était dans un état de désordre extrêmement bas, d'ordre extrêmement élevé. Et pourquoi ? Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état aussi improbable, aussi parfaitement ordonné ? Le physicien américain Sean Carroll appelle cela l'hypothèse du passé, l'idée que pour expliquer la flèche du temps, il faut postuler que l'univers a commencé dans un état d'entropie anormalement faible. Mais cette hypothèse est elle-même mystérieuse. Pourquoi cet état initial était-il si particulier ? Certains physiciens vont encore plus loin. Le philosophe et physicien britannique Julian Barbour a proposé quelque chose de radical. Peut-être que le temps, au sens où nous l'entendons, n'existe pas du tout. Ce que nous appelons le temps serait simplement une séquence de configurations différentes de la matière dans l'univers. Notre sensation du temps qui passe serait la sensation de passer d'une configuration à une autre. Le temps serait une propriété émergente de l'univers, comme la chaleur est une propriété émergente de l'agitation des molécules, et non quelque chose de fondamental. Cette idée, connue sous le nom de bloc univers ou éternalisme, va encore plus loin. Dans ce cadre, le passé, le présent et le futur existent tous simultanément. L'univers est comme un roman déjà entièrement écrit, vous êtes en train de lire la page que vous appelez « maintenant », mais toutes les autres pages existent déjà, que vous les ayez lues ou non. Le moment de votre naissance et le moment de votre mort coexistent aussi réellement que le moment présent où vous écoutez ces mots. La physique de la relativité générale semble soutenir cette vision. Dans les équations d'Einstein, passé et futur sont traités de manière parfaitement symétrique. L'espace-temps est un objet mathématique statique où tous les instants coexistent. Ce n'est que depuis la perspective d'un observateur qui traverse cet espace-temps qu'il y a une sensation de mouvement, de progression, de temps qui passe. Mais alors, pourquoi ressentons-nous cette impression si puissante, si viscérale, que le temps coule ? Pourquoi avons-nous des souvenirs du passé et des anticipations du futur ? Pourquoi sommes-nous incapables de nous souvenir de demain ? Les physiciens n'ont pas de réponse unanime. Certains pensent que la conscience elle-même joue un rôle dans la construction de notre expérience du temps. D'autres pensent que c'est simplement l'entropie qui crée cette illusion de progression. Et voilà le vertige. La chose la plus intime, la plus personnelle, la plus évidente de toute notre existence, notre expérience du temps qui passe, pourrait être une construction, une illusion, une propriété émergente d'un univers qui, au niveau fondamental, ne connaît pas de distinction entre passé et futur. Le temps est peut-être la plus grande fiction que l'univers nous ait jamais racontée. Mais si c'est le cas, c'est une fiction si bien racontée, si solidement inscrite dans les équations de la thermodynamique, que même en la sachant telle, nous ne pouvons pas nous en libérer. Et pourtant, ce mystère du temps, aussi profond soit-il, est presque raisonnable comparé à ce que la physique quantique nous a révélé sur la nature de la réalité. Parce que là où le mystère du temps nous demande seulement de renoncer à notre intuition sur la direction du temps, le prochain mystère nous demande de renoncer à quelque chose de bien plus fondamental encore. L'idée que deux objets séparés dans l'espace sont indépendants l'un de l'autre. Nous sommes en 1935. Albert Einstein a 56 ans. Il n'est plus le jeune révolutionnaire de Berne. Il est l'homme le plus célèbre de la science mondiale. Mais il est aussi profondément mécontent. Depuis une décennie, un groupe de physiciens mené par le Danois Niels Bohr construit une nouvelle théorie de la matière à l'échelle des atomes et des particules. Cette théorie s'appelle la mécanique quantique. Et Einstein la déteste. Pas parce qu'elle donne de mauvaises prédictions. Au contraire, elle donne les meilleures prédictions qu'aucune théorie physique ait jamais produites. Il la déteste parce qu'elle décrit un monde fondamentalement indéterministe, fondamentalement aléatoire, fondamentalement irréaliste. Et parce qu'elle semble impliquer quelque chose qu'Einstein trouve absolument inacceptable. Ce qu'il appellera lui-même, avec mépris, l'action fantôme à distance. Voyons ce que cela signifie. Dans le monde de la mécanique quantique, une particule, disons un électron, n'a pas de propriété définie tant qu'on ne la mesure pas. Avant la mesure, l'électron n'est ni ici, ni là. Il n'a pas de position précise, pas de vitesse précise, pas de spin précis. Il est dans une superposition de tous ces états, une brume de probabilité, décrite par ce que les physiciens appellent la fonction d'onde. C'est seulement au moment de la mesure que la réalité se fixe, que la brume se condense en un point précis, que la probabilité devient certitude. Pour Einstein, c'était absurde. Une particule doit bien avoir une position réelle, même si on ne la mesure pas. La Lune existe quand je ne la regarde pas. C'est une évidence. La mécanique quantique, selon Einstein, était incomplète. Elle ne décrivait que notre ignorance, pas la réalité. Pour essayer de le prouver, Einstein, avec ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen, conçut en 1935 une expérience de pensée qui allait devenir l'une des plus célèbres de l'histoire des sciences.
Nous l'appelons le paradoxe EPR, des initiales de leurs 3 noms. L'idée est la suivante. Imaginez que vous créez 2 particules simultanément d'une façon qui les oblige à avoir des propriétés opposées. Si l'une a un spin vers le haut, l'autre doit avoir un spin vers le bas, et inversement. C'est comme fabriquer une paire de gants et les envoyer dans 2 boîtes séparées avant de les ouvrir. Si vous ouvrez une boîte et vous y trouvez le gant gauche, vous savez immédiatement, sans regarder, que l'autre boîte contient le gant droit. Voilà, dit Einstein. C'est tout ce que fait la mécanique quantique. Les particules avaient déjà leur spin déterminé depuis le début, nous ne faisions que ne pas le savoir. Il n'y a pas de véritable mystère, juste notre ignorance des variables cachées. Mais la mécanique quantique affirmait autre chose. Elle affirmait que les particules n'avaient vraiment aucun spin déterminé avant la mesure, qu'elles étaient dans une superposition réelle des 2 états, et qu'au moment où vous mesuriez l'une, l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare, adoptait instantanément l'état complémentaire. Non pas parce qu'elle le savait déjà, mais parce que la mesure de l'une affectait réellement l'autre. C'était là le scandale. Si l'effet était instantané, alors il se propageait plus vite que la lumière, et cela violait la relativité d'Einstein elle-même, qui stipule qu'aucun signal, aucune influence, aucune information ne peut voyager plus vite que la lumière. Einstein pensait avoir mis en évidence une contradiction dans la mécanique quantique. Soit elle était incomplète, et les variables cachées que nous ignorons donnaient déjà leur valeur aux particules, soit elle était en contradiction avec la relativité. Pendant des décennies, cette question resta ouverte. Nican ne pouvait la trancher expérimentalement. Puis, en 1964, un physicien nord-irlandais travaillant au CERN, nommé John Bell, eut une idée de génie. Il montra qu'on pouvait distinguer expérimentalement les 2 cas. Si les variables cachées existaient et prédéterminaient les résultats, les corrélations entre les mesures sur les 2 particules ne pourraient pas dépasser une certaine limite mathématique, ce qu'on appelle les inégalités de Bell. Si la mécanique quantique avait raison et que la non-localité était réelle, ces inégalités seraient violées. Ce fut l'une des plus belles idées de la physique du XXe siècle. Non seulement parce qu'elle était ingénieuse, mais parce qu'elle transformait une question philosophique en une question expérimentale. Et entre 1980 et 1982, dans un laboratoire de l'Institut d'optique à Orsay, un physicien français nommé Alain Aspect mena l'expérience. Avec des paires de photons intriqués, des détecteurs de précision et toutes les précautions méthodologiques imaginables pour éviter les artefacts, Aspect mesura les corrélations. Les résultats étaient sans appel. Les inégalités de Bell étaient violées. Et pas de peu. La violation correspondait exactement à ce que la mécanique quantique prédisait. Les corrélations entre les 2 particules étaient plus fortes que tout ce que des variables cachées locales pourraient expliquer. Einstein avait tort. Il n'y avait pas de variables cachées. Les particules n'avaient pas de spin prédéterminé. La mécanique quantique décrivait bien une réalité dans laquelle 2 particules séparées forment un seul système indivisible, et où la mesure de l'une affecte instantanément l'état de l'autre. Alain Aspect reçut le prix Nobel de physique en 2022 pour cette expérience, 40 ans après l'avoir réalisée. Mais attendez, si la mesure d'une particule affecte instantanément son partenaire à l'autre bout de l'univers, cela ne viole-t-il pas la relativité ? Comment quelque chose peut-il être instantané si rien ne voyage plus vite que la lumière ? C'est là où la subtilité de la mécanique quantique révèle toute sa profondeur. L'intrication quantique ne transmet pas d'informations. Vous ne pouvez pas utiliser des particules intriquées pour envoyer un message plus vite que la lumière. Voici pourquoi. Prenons un exemple concret. Vous et un ami avez chacun une des 2 particules intriquées. Vous mesurez la vôtre et obtenez spin vers le haut. Vous savez immédiatement que votre ami obtiendra spin vers le bas quand il mesurera la sienne. Mais votre ami ne sait pas encore ce que vous avez obtenu. Il voit simplement un résultat aléatoire de son côté. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat de votre mesure. Il est fondamentalement aléatoire. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour transmettre une information codée. Ce n'est qu'en vous appelant par téléphone, en utilisant un canal de communication classique, limité par la vitesse de la lumière, que vous pouvez constater que vos résultats étaient corrélés. La non-localité quantique est réelle. La corrélation instantanée est réelle. Mais elle ne permet pas de communication supraluminique. L'univers semble avoir prévu ce paradoxe et l'avoir résolu avec une élégance quelque peu perverse. Alors qu'est-ce que l'intrication nous dit vraiment sur la nature de la réalité ? Que signifie-t-il qu'une mesure à un endroit de l'univers influence instantanément quelque chose à l'autre bout ? Plusieurs interprétations ont été proposées. L'interprétation la plus répandue, celle de Copenhague, soutenue par Bohr, dit essentiellement « Ne vous posez pas la question. Calculez les probabilités, faites vos prédictions, vérifiez-les. » La mécanique quantique décrit ce que nous pouvons mesurer, pas ce que la réalité est en elle-même. 2 particules intriquées forment un seul système mathématique
et leur corrélation n'implique aucune influence physique qui se propage dans l'espace. Mais pour beaucoup de physiciens, cette réponse est insatisfaisante. Elle ressemble à fermer les yeux pour ne pas voir quelque chose de dérangeant. Une autre interprétation, celle que de nombreux physiciens théoriciens trouvent la plus étrange et la plus sublime, fut proposée par Hugh Everett en 1957, les mondes multiples. Dans cette vision, la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Quand vous mesurez une particule, l'univers se divise en autant de branches que de résultats possibles. Dans une branche, vous obtenez spin vers le haut. Dans une autre branche, coexistant dans une réalité parallèle inaccessible, vous obtenez spin vers le bas. Les deux résultats se produisent, mais dans des univers séparés qui ne peuvent plus jamais interagir. L'intrication, dans ce cadre, n'est pas mystérieuse. C'est simplement la corrélation entre les branches d'un univers qui se ramifie constamment. Et en 2022, deux autres physiciens, John Clauser et Anton Zeilinger, ont partagé le Nobel avec Aspect pour leurs propres expériences d'intrication. Zeilinger a notamment réalisé la première téléportation quantique d'état, transférer l'état quantique d'une particule à une autre sans que la particule elle-même se déplace. C'est la téléportation non d'une particule, mais de son information quantique, une distinction cruciale. Mais le mystère de l'intrication va encore plus loin que ce que nous venons de décrire, car en 2013, une équipe de l'Université hébraïque de Jérusalem réalisa quelque chose de proprement vertigineux. Ils intriquèrent deux photons qui n'avaient jamais coexisté dans le même instant. Un photon existait, on mesurait, il cessait d'exister, un second photon naissait. Et malgré le fait que ces deux photons n'avaient jamais été en contact, n'avaient jamais partagé le même moment, des corrélations quantiques existaient entre eux. L'intrication ne se limite pas à l'espace, elle s'étend au temps. Ce résultat bouleverse quelque chose de profond. Cela signifie que la non-localité quantique n'est pas seulement une propriété de l'espace, c'est une propriété de l'espace-temps tout entier. Deux événements peuvent être quantiquement corrélés, même s'ils sont séparés dans le temps, même s'ils ne se sont jamais directement touchés. Et dans une spéculation théorique audacieuse, les physiciens Juan Maldacena et Leonard Susskind ont proposé en 2013 ce qu'ils appellent la conjecture ER égale EPR. L'idée est que des particules intriquées, ce qu'on appelle EPR pour Einstein-Podolsky-Rosen, pourraient en réalité être reliées par de minuscules ponts d'espace-temps, ce qu'on appelle des trous de verre ou ponts Einstein-Rosen, d'où le ER. En d'autres termes, l'intrication quantique entre deux particules serait géométriquement équivalente à un tunnel microscopique reliant deux régions de l'espace-temps. La connexion fantôme qu'Einstein détestait tant serait en réalité un pont concret dans la géométrie de l'espace-temps. Si cette conjecture est correcte, et elle est encore très spéculative, mais prise très au sérieux dans la communauté des physiciens, alors l'intrication quantique et la géométrie de l'espace-temps ne sont pas deux phénomènes séparés, ce sont deux phases d'une même réalité. La structure même du cosmos, la manière dont l'espace se tisse et se connecte, serait encodée dans les corrélations quantiques entre ses constituants les plus fondamentaux. L'univers n'est peut-être pas un espace vide dans lequel des particules se déplacent. Il est peut-être un tissu d'intrication, un réseau de corrélations quantiques dont l'espace-temps lui-même est la géométrie émergente. Voilà ce que l'intrication quantique nous force à envisager. Et si cela vous semble déjà suffisamment vertigineux, attendez de voir ce que la physique quantique dit sur la réalité elle-même, sur ce qui se passe quand vous regardez quelque chose, et sur ce que ça signifie que l'univers existe avant que quiconque ne le regarde. Prenez une pièce de monnaie et lancez-la en l'air. Pendant qu'elle tourne, est-elle pile ou face ? Votre intuition dit qu'elle doit être l'un ou l'autre. Peut-être ne savons-nous pas lequel, mais la réalité, elle, le sait. La pièce a une face vers le haut à chaque instant. Nous ne faisons qu'ignorer laquelle jusqu'au moment de la regarder. L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique dit quelque chose d'infiniment plus radical. Avant d'être regardée, la pièce n'est ni pile ni face. Elle est les deux simultanément, dans une superposition de deux états. Ce n'est pas que nous ne savons pas, c'est qu'il n'y a pas de réalité déterminée à connaître. La réalité n'est pas cachée. Elle n'existe tout simplement pas encore. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Et c'est peut-être la question la plus philosophiquement explosive que la physique ait jamais soulevée. Revenons aux bases. En mécanique quantique, l'état d'un système est décrit par une fonction d'onde. Cette fonction d'onde contient toute l'information sur les probabilités de trouver le système dans différents états. Tant qu'aucune mesure n'est faite, la fonction d'onde évolue de façon déterministe selon l'équation de Schrödinger, une belle équation linéaire qui fait évoluer les probabilités de façon parfaitement prévisible. Mais quand une mesure est faite, quelque chose d'extraordinaire se produit. La brume de probabilité se condense instantanément
en un résultat unique. Si la particule avait 10% de chance d'être ici et 90% de chance d'être là, après la mesure, elle est précisément ici ou précisément là. Jamais les deux, jamais à mi-chemin. La fonction d'onde s'effondre. Et voilà le problème fondamental. Cet effondrement de la fonction d'onde n'est pas décrit par l'équation de Schrödinger. Il y est même en contradiction. L'équation de Schrödinger produit une évolution linéaire et déterministe. L'effondrement lors de la mesure est aléatoire et brusque. Ce sont deux règles d'évolution différentes. Et la mécanique quantique ne nous dit pas clairement quand appliquer l'une plutôt que l'autre. C'est le problème de la mesure. Et il fut dramatisé de manière inoubliable en 1935 par Erwin Schrödinger lui-même, le physicien autrichien dont l'équation est au cœur de tout cela, dans une expérience de pensée qui choqua le monde scientifique et continue de hanter la physique 90 ans plus tard. Un chat, une boîte hermétique, un mécanisme diabolique. Voici le scénario. Vous enfermez un chat dans une boîte opaque. À l'intérieur de la boîte se trouve un atome radioactif dont la probabilité de se désintégrer en 1 heure est exactement de 50%. Si l'atome se désintègre, il déclenche un mécanisme qui brise un flacon de poison, tuant le chat instantanément. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste vivant. Après 1 heure, sans avoir ouvert la boîte, quel est l'état du chat ? Selon la mécanique quantique, l'atome radioactif est en superposition des deux états, désintégré et non désintégré. Puisque le sort du chat dépend de l'état de l'atome, et puisque l'atome n'a pas encore subi de mesure, le chat lui-même devrait être en superposition. Il devrait être simultanément mort et vivant. Une superposition de deux états biologiques aussi incompatibles que possible. Schrödinger n'aimait pas la mécanique quantique, ou plutôt, il n'aimait pas ce qu'elle semblait impliquer. Il avait créé cette expérience de pensée précisément pour montrer son absurdité. Si la superposition quantique peut s'appliquer à un atome, et si l'atome est couplé à un mécanisme macroscopique qui tue un chat, alors la superposition devrait s'appliquer au chat aussi. Ce qui est ridicule. Un chat est vivant ou mort, pas les deux. Mais la mécanique quantique tient bon. Elle dit « Tant que vous n'ouvrez pas la boîte, le chat est dans une superposition. C'est au moment où vous regardez, au moment de la mesure, que la réalité se fixe. » Cela soulève immédiatement une question terrifiante. Qu'est-ce qu'une mesure ? Qu'est-ce qui constitue une observation suffisante pour effondrer la fonction d'onde ? Un atome ? Un détecteur électronique ? Un appareil de mesure ? Un humain ? Une conscience ? L'interprétation de Copenhague, la plus répandue parmi les physiciens praticiens, répond par une sorte de pragmatisme philosophique. Quand un système quantique interagit avec un appareil de mesure classique, macroscopique, irréversible, la fonction d'onde s'effondre. Mais cette réponse soulève d'autres questions. Où exactement est la frontière entre le monde quantique et le monde classique ? Pourquoi le chat n'est-il pas classique ? Pourquoi l'atome l'est-il si peu ? Une solution partielle est venue d'une théorie appelée la décohérence, développée par le physicien allemand Heinz-Dieter Zeh à partir de 1970. L'idée est la suivante. Les objets macroscopiques, comme un chat, sont constamment bombardés par des photons, des molécules d'air, des particules de tout genre. Ces interactions avec l'environnement font que les différents états de la superposition perdent très rapidement leur cohérence quantique, ils cessent d'interférer entre eux, exactement comme si l'effondrement s'était produit. La frontière entre quantique et classique n'est pas une frontière nette, c'est une question de degré de couplage avec l'environnement. Plus un objet est grand et chaud et entouré d'interactions, plus la décohérence est rapide. Un atome seul dans le vide peut maintenir sa superposition pendant des durées mesurables. Un chat en plein air perd sa cohérence quantique en une fraction de seconde infinitésimale. Mais la décohérence a une limite cruciale. Elle explique pourquoi on ne voit jamais de chat à la fois mort et vivant. Elle n'explique pas pourquoi on voit un chat vivant plutôt qu'un chat mort. Elle élimine l'interférence entre les branches de la fonction d'onde, mais elle ne fait pas disparaître les branches elles-mêmes. Quelque chose choisi. Quoi ? C'est là où les interprétations divergent radicalement, et chacune est plus troublante que la précédente. Hugh Everett, en 1957, proposa l'interprétation des mondes multiples. Il n'y a pas d'effondrement. La fonction d'onde ne s'effondre jamais. Au moment de la mesure, l'univers entier se divise en autant de branches que de résultats possibles. Dans une branche, vous ouvrez la boîte et le chat est vivant. Dans une autre branche, simultanément réelle, vous ouvrez la boîte et le chat est mort. Les deux vous existent, dans des branches qui ne peuvent plus se toucher. L'univers est un arbre gigantesque qui se ramifie à chaque événement quantique, créant une infinité de réalités parallèles dont chacune est aussi réelle que les autres. Cette interprétation est mathématiquement propre. Elle supprime le problème de la mesure en éliminant l'effondrement, mais elle le remplace par quelque chose de tout aussi vertigineux, une multiplicité infinie de réalités,
toutes coexistant dans la même fonction d'onde universelle. Et elle ne répond pas vraiment à la question de pourquoi vous, dans cette branche, trouvez le chat vivant plutôt que mort. Une autre interprétation, encore plus controversée, fut défendue par le physicien Eugène Wigner dans les années 60. Wigner proposa que l'effondrement de la fonction d'onde est causé par la conscience. Ce n'est pas n'importe quelle interaction physique qui effondre la fonction d'onde, c'est l'acte d'observation consciente. La conscience est le principe actif qui fait passer la réalité du possible à l'actuel. Dans ce cadre, un univers sans observateur conscient serait un univers dans lequel la réalité reste éternellement dans une superposition de tous ses états possibles. Cette interprétation a le mérite de résoudre le problème de la mesure, mais elle soulève une question encore plus profonde. Qu'est-ce que la conscience ? Quand un enfant n'est-il suffisamment conscient pour effondrer des fonctions d'onde ? Les animaux effondrent-ils la réalité ? Les bactéries ? Et si la conscience est fondamentale dans la physique, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'univers avant l'apparition de la vie ? La plupart des physiciens rejettent l'interprétation de Wigner, mais le problème de la mesure lui-même reste entier. Après 90 ans de mécanique quantique, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui se passe au moment d'une mesure. Nous savons calculer les probabilités. Nous savons que les prédictions de la mécanique quantique sont les plus précises jamais produites par une théorie physique. Mais la question de ce qui se passe réellement, de ce que la réalité est en dehors des mesures, reste ouverte. Et cette incertitude fondamentale sur la nature de la mesure n'est pas seulement une curiosité académique. Elle est au cœur d'un problème encore plus profond, un problème qui met en contradiction les deux plus grandes théories de la physique du XXe siècle, et dont la résolution pourrait révolutionner notre compréhension de l'espace, du temps et de l'information elle-même. Ce problème a un nom. Il s'appelle le paradoxe de l'information des trous noirs. Et pour le comprendre, nous devons d'abord comprendre ce que signifie vraiment la mort d'une étoile. Il y a environ 5 milliards d'années, quelque part dans un bras spiral de la Voie lactée, une étoile mourut. Ce n'était pas une mort douce. C'était une catastrophe d'une violence qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut vraiment saisir. Une étoile beaucoup plus massive que notre Soleil avait brûlé pendant des millions d'années, fusionnant des atomes d'hydrogène en hélium, puis en carbone, en oxygène, en fer. Chaque fusion libérait de l'énergie qui repoussait la gravité vers l'extérieur, maintenant l'étoile en équilibre. Mais quand le cœur de fer se forma, la fusion s'arrêta net. Le fer ne libère pas d'énergie en fusionnant, il en absorbe. La pression à l'extérieur disparut, la gravité gagna. En moins d'une seconde, le cœur de l'étoile, une sphère de la taille d'une grande ville, contenant la masse de plusieurs soleils, s'effondra sur lui-même. La matière tomba vers le centre à une fraction de la vitesse de la lumière. L'implosion rebondit vers l'extérieur en une supernova qui éjecta dans l'espace la quasi-totalité de la masse de l'étoile. Et au centre, là où le cœur s'était effondré, il resta quelque chose. Un objet si dense, si massif, si inconcevablement concentré, que la courbure de l'espace-temps autour de lui devint infinie. Plus rien ne pouvait s'en échapper, ni matière, ni lumière, ni information d'aucune sorte. Une frontière invisible, l'horizon des événements, se forma autour de ce point. Tout ce qui franchissait cet horizon disparaissait pour toujours du reste de l'univers. Un trou noir était né. Les trous noirs fascinent et terrorsent depuis qu'Einstein lui-même prédit leur existence en tant que solution extrême de ces équations de la relativité générale. Ils sont les objets les plus massifs de l'univers, les plus violents, les plus mystérieux. Et depuis 50 ans, ils sont au centre d'une guerre intellectuelle qui oppose les deux plus grandes théories de la physique moderne dans un combat dont l'issue pourrait redéfinir notre compréhension de la réalité elle-même. Cette guerre a un nom, le paradoxe de l'information. Pour comprendre ce paradoxe, revenons d'abord à quelque chose que nous avons effleuré en parlant du problème de la mesure. En mécanique quantique, il existe une règle fondamentale, sacrée, inviolable. L'information ne peut pas être détruite. Jamais. Cette règle porte le nom de principe de conservation de l'information ou de déterminisme quantique. Elle dit que si vous connaissez parfaitement l'état d'un système à un instant donné, vous pouvez en principe reconstruire tout son passé et tout son futur. L'évolution quantique est réversible. L'information ne disparaît pas, elle se transforme, se diffuse, se complexifie, mais elle reste toujours là, intacte, récupérable. Pensez à brûler un livre. Les cendres, la fumée, la chaleur. Si vous pouviez suivre chaque molécule, chaque photon émis, chaque vibration de l'air, vous pourriez en théorie reconstruire exactement quel mot était sur chaque page. L'information du livre n'est pas détruite, elle est simplement diffusée dans l'environnement, transformée en une forme infiniment complexe. Mais elle reste là, encodée dans le monde physique. C'est la règle. Et la relativité générale, elle, semblait la violer.
En 1975, Stephen Hawking fit une découverte qui allait changer à jamais notre compréhension des trous noirs. Il montra, en combinant pour la première fois la relativité générale et la mécanique quantique dans un calcul unique, que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils rayonnent, très légèrement, très lentement, mais ils rayonnent. Ce rayonnement, que nous appelons le rayonnement de Hawking en son honneur, a une origine quantique élégante. Voici comment cela fonctionne. Dans le vide quantique, des paires de particules et antiparticules naissent constamment et se réannihilent instantanément, une danse perpétuelle de création et d'anéantissement que la mécanique quantique rend inévitable. Cela se produit partout dans l'univers, mais à l'horizon des événements d'un trou noir, quelque chose d'extraordinaire peut arriver. Une paire de particules naît exactement à la frontière. L'une tombe à l'intérieur du trou noir, l'autre s'échappe vers l'extérieur. Le trou noir, pour conserver l'énergie, perd un tout petit peu de masse. Sur des durées astronomiques, bien plus longues que l'âge actuel de l'univers pour la plupart des trous noirs, ce processus fait progressivement diminuer la masse du trou noir. Il s'évapore lentement. C'est magnifique. C'est l'une des plus grandes prédictions théoriques de la physique du XXe siècle. Mais elle crée un problème de taille catastrophique. Parce que ce rayonnement de Hawking est thermique, c'est-à-dire qu'il est aléatoire, comme la chaleur émise par un radiateur. Il ne porte aucune information sur ce qui a été englouti par le trou noir. Si vous jetez un livre dans un trou noir, si vous y jetez ensuite une encyclopédie, si vous y jetez toute la bibliothèque nationale, le rayonnement de Hawking émis par le trou noir sera identique dans tous les cas, à la masse et à la charge électrique près. Toute l'information sur le contenu du trou noir, chaque atome, chaque molécule, chaque configuration, chaque structure, semble disparaître à jamais au moment où le trou noir s'évapore complètement. Et c'est là le paradoxe. La relativité générale dit que l'information peut disparaître dans un trou noir. La mécanique quantique dit que l'information ne peut jamais disparaître. L'une des deux théories doit avoir tort. Ou bien notre compréhension de l'une ou l'autre, ou des deux, est fondamentalement incomplète. Hawking lui-même, au moins pendant les premières décennies, crut que l'information était vraiment détruite. Il pensait que les trous noirs constituaient une exception à la règle de conservation de l'information. C'était une position solitaire et courageuse. La majorité des physiciens théoriciens étaient persuadés qu'il devait y avoir une sortie, une façon de réconcilier les deux théories sans sacrifier l'une d'elles. Leonard Susskind, le physicien américain qui allait devenir l'adversaire principal de Hawking dans ce débat, raconte dans son livre sur le sujet comment il assista un jour à une conférence de Hawking où ce dernier annonça sa position sur la perte d'information. Susskind sortit de la salle, convaincu que quelqu'un avait raison et quelqu'un avait tort, et que l'enjeu était de savoir si les lois fondamentales de la physique étaient cohérentes. Ce n'était pas une question académique, c'était une question sur la structure même de la réalité. La bataille dura plus de 20 ans, et plusieurs pistes furent explorées. La première piste fut le principe holographique. Dans les années 90, des physiciens incluant Susskind et Gerhard Tooft proposèrent que toute l'information contenue dans un volume de l'espace pouvait être entièrement encodée sur la surface de ce volume, comme un hologramme bidimensionnel qui contient toute l'information d'une image en 3 dimensions. Pour un trou noir, cela signifiait que toute l'information de ce qui était tombé dedans était peut-être encodée sur l'horizon des événements lui-même, cette sphère invisible qui marque la frontière du retour. Hawking lui-même proposa en 2015, peu avant sa mort, que l'information pouvait être stockée sur l'horizon sous forme de ce qu'il appela des supertranslations, une sorte de mémoire holographique inscrite dans la géométrie même de la frontière du trou noir. Il appela cela les cheveux quantiques du trou noir, en référence au théorème de Calvici qui dit qu'un trou noir peut être entièrement décrit par seulement 3 paramètres, sa masse, sa rotation et sa charge électrique. Hawking suggérait que cette calvitie n'était pas totale, qu'il existait une 4e catégorie d'informations, infiniment subtile, encodée dans les supertranslations de l'horizon. Cette information ressortirait ensuite, dit Hawking, encodée dans le rayonnement de Hawking, mais sous une forme si chaotique, si complexe, si profondément brouillée, qu'elle serait en pratique irrécupérable, comme retrouver le texte exact d'un livre en analysant la fumée et les cendres de sa combustion. Théoriquement possible, pratiquement impossible. En 2022, un groupe de physiciens des universités du Sussex, de Bologne et du Michigan publia des résultats suggérant que la gravité quantique, la théorie encore inachevée qui devrait unifier la relativité générale et la mécanique quantique, modifiait le rayonnement de Hawking de manière à lui permettre d'encoder de l'information. Dans ce cadre, le rayonnement de Hawking n'est pas purement thermique. Il porte des empreintes subtiles, des corrections infimes dues aux effets de la gravité quantique, qui contiendraient en principe
toute l'information sur ce qui est tombé dans le trou noir. L'information n'est pas perdue, elle est simplement transformée en quelque chose d'inimaginablement complexe. Mais une autre solution, encore plus radicale, fut proposée et fit l'objet d'une attention intense dans les années 2010, le paradoxe du pare-feu, connu en anglais sous le nom de Firewall Paradox. En 2012, un groupe de physiciens, Ahmed Almeiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski et James Sully, publia un article explosif. Ils démontrèrent qu'il était impossible de satisfaire simultanément 3 conditions qui semblaient toutes inviolables. La conservation de l'information, la validité de la relativité générale à l'horizon des événements et la cohérence de la mécanique quantique. L'une des 3 devait céder. Si l'information est conservée, alors le rayonnement de Hawking doit être fortement corrélé avec ce qui est tombé dans le trou noir. Mais pour que cette corrélation existe, les particules qui forcent ce rayonnement doivent être fortement intriquées avec les particules à l'intérieur du trou noir. Or, les lois de la mécanique quantique interdisent qu'une particule soit fortement intriquée avec 2 systèmes différents simultanément. C'est ce qu'on appelle la monogamie de l'intrication. Quelque chose doit donc se briser. Et si la corrélation avec le rayonnement extérieur est maintenue, alors l'intrication à l'horizon doit être coupée, ce qui signifie que l'horizon des événements n'est pas la frontière tranquille que la relativité générale décrit, mais un mur de feu de haute énergie qui incinérerait instantanément quiconque le franchirait. Ce résultat fut une bombe. La relativité générale dit que si vous tombez dans un trou noir supermassif, vous ne ressentiriez rien de particulier en franchissant l'horizon. La frontière est invisible, sans marque physique, vous ne la verrez même pas. La mécanique quantique, dans ce cadre, dit au contraire que vous seriez instantanément consumé par un mur de radiation infiniment intense. Ces 2 descriptions ne peuvent pas être vraies simultanément. Hawking, avant sa mort en 2018, continua à travailler sur ce problème jusqu'à la fin. Son dernier article scientifique, publié de manière posthume, traitait précisément de la mémoire des trous noirs et des mécanismes par lesquels l'information pourrait être conservée. Il ne livra pas de réponse définitive. Il ne le pouvait pas. Parce que la réponse définitive nécessite une théorie que nous n'avons pas encore. Une théorie de la gravité quantique qui réconcilierait la relativité générale et la mécanique quantique. Ce qui est certain, c'est que ce paradoxe n'est pas un simple problème technique. C'est un signal que notre compréhension de la nature fondamentale de l'espace, du temps et de l'information est profondément incomplète. Les trous noirs sont comme des laboratoires naturels où les 2 grandes théories de la physique se rencontrent et se contredisent. Et dans cette contradiction gît peut-être la clé vers la prochaine révolution scientifique. Une révolution dont nous avons besoin pour répondre à la question la plus profonde de toutes. Pas ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, mais ce qui se passait avant que l'univers lui-même n'existe. Remontons le temps. Pas comme dans un film, pas en imagination. Faisons-le mathématiquement, comme les physiciens. Prenons l'univers tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ses galaxies, ses étoiles, ses planètes, ses trous noirs, et son fond de rayonnement fossile qui baigne tout le cosmos. Maintenant, appliquons les équations de la relativité générale d'Einstein à l'envers, en remontant vers le passé. Que voyons-nous ? L'univers rétrécit, les galaxies se rapprochent, la matière se densifie, la température monte, les étoiles se dissolvent en plasma, les atomes se défont en noyaux et électrons libres, les noyaux se défont en protons et neutrons, les protons et neutrons se défont en quarks. Et alors, à mesure que nous continuons de remonter, nous atteignons un moment où toute la matière et toute l'énergie de l'univers observable, la matière de 100 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, était concentrée dans un volume infiniment plus petit qu'un atome, infiniment chaud, infiniment dense, avec une courbure de l'espace-temps qui tend vers l'infini. Ce moment s'appelle la singularité initiale, et c'est là où les équations s'effondrent. Quand les équations d'une théorie physique donnent des valeurs infinies, cela ne veut pas dire que la nature est infinie. Cela veut dire que la théorie a atteint ses limites. Les infinis sont des signaux d'alarme mathématiques qui disent « Ici, vos outils ne fonctionnent plus. Vous avez besoin d'autre chose. » La relativité générale prédit inévitablement cette singularité initiale. Hawking et Penrose l'ont démontré rigoureusement dans les années 60. Mais la relativité générale ne peut pas décrire ce qui se passe à la singularité elle-même. Et elle ne peut certainement pas répondre à la question qui surgit naturellement « Qu'est-ce qu'il y avait avant ?» C'est ici que nous entrons dans le territoire le plus spéculatif, le plus vertigineux et le plus philosophiquement troublant de toute la cosmologie moderne. Parce que la réponse à la question « Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ?» pourrait être l'une des suivantes, et chacune est plus étrange que la précédente. La première réponse, peut-être que la question n'a pas de sens. C'est la position de Stephen Hawking et James Hartle.
deux physiciens qui proposèrent en 1983 ce qu'ils appelèrent la proposition sans frontières, ou No Boundary Proposal. Leur idée est difficile à saisir intuitivement, mais elle peut être illustrée par une analogie géographique. Imaginez que vous partez du pôle Nord et que vous marchez vers le sud. Vous traversez l'Arctique, l'Europe, l'Afrique, l'Antarctique. Vous arrivez au pôle Sud. Et là, si quelqu'un vous demande « Qu'est-ce qu'il y a encore plus au sud ?» La question n'a pas de sens. Le pôle Sud est le point le plus méridional possible. Il n'y a pas de plus au sud. Non pas parce qu'il y a un mur ou une frontière, mais parce que la direction sud cesse tout simplement d'exister une fois que vous êtes au pôle. Hartle et Hawking proposèrent que quelque chose d'analogue se passe avec le temps aux origines de l'univers. En mécanique quantique, il existe une technique mathématique appelée le temps imaginaire. Non pas imaginaire au sens commun du terme, mais imaginaire au sens mathématique, impliquant la racine carrée d'un nombre négatif. Quand on applique cette technique à la cosmologie, quelque chose d'extraordinaire se produit. À mesure qu'on remonte vers les origines de l'univers, le temps se transforme progressivement en espace. La dimension temporelle devient progressivement une dimension spatiale. Et comme une sphère n'a pas de bord, vous pouvez parcourir la surface d'un ballon de football sans jamais atteindre une frontière, l'espace-temps quantique des origines n'aurait pas de bord temporel. Il n'y aurait pas de premier instant. Le temps n'existerait tout simplement pas dans la même forme que nous le connaissons. Demander ce qu'il y avait avant le Big Bang, dans ce cadre, est aussi dénué de sens que demander ce qu'il y a au sud du pôle sud. Il n'y a pas de réponse non pas parce que nous ignorons quelque chose, mais parce que la question présuppose quelque chose qui n'existe pas. Un temps avant le début du temps. Hawking adorait cette conclusion. Elle lui permettait de dire, avec une légèreté qui cachait mal sa profondeur philosophique, « L'univers n'a pas de cause. Il existe tout simplement, aussi complet et autosuffisant qu'une sphère, sans bord ni frontières ni commencement. Il n'y a rien à expliquer avant le Big Bang, parce qu'il n'y a pas d'avant. » Mais tous les physiciens n'acceptent pas cette vision. Et plusieurs alternatives fascinantes ont été proposées. La deuxième possibilité. Peut-être que le Big Bang était une collision. En 2001, un groupe de physiciens incluant Paul Steinhardt et Neil Turok proposa ce qu'ils appelèrent le modèle ekpyrotique, du grec ekpyrosis, qui signifie conflagration. Leur idée s'inscrit dans le cadre de la théorie des cordes, qui postule que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais de minuscules filaments d'énergie vibrant en 10 dimensions ou plus. Dans ce cadre, notre univers tridimensionnel serait situé sur une membrane, appelée brane en langage technique, flottant dans un espace de dimension supérieure. Notre brane n'est pas la seule. Il en existe d'autres, tout aussi réelles, mais inaccessibles pour nous, parce que la lumière et la matière ordinaire sont confinées à notre brane et ne peuvent pas voyager dans les dimensions supplémentaires. Seule la gravité peut se propager entre les branes. Selon le modèle ekpyrotique, notre Big Bang ne fut pas une explosion surgissant du néant. Ce fut une collision. Notre brane et une brane voisine se rapprochèrent lentement, s'attirées par la gravité qui se propage dans l'espace interbrane. Après une approche qui dura peut-être des milliards d'années, dans un temps qui précédait notre Big Bang, les deux branes se percutèrent. L'énergie de la collision fut transformée en chaleur, en radiation, en matière. Ce que nous appelons le Big Bang fut l'impact. Et après l'impact, les deux branes rebondirent et commencèrent à s'éloigner l'une de l'autre, ce qui correspond à l'expansion de notre univers. Dans cette vision, la question « Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ?» a une réponse concrète. Il y avait deux branes, un espace interdimensionnel et une longue période d'approche gravitationnelle. Il y avait du temps, il y avait de l'espace, il y avait une physique opérante, simplement dans un contexte cosmologique que nous n'aurions aucun moyen d'observer directement. Ce modèle a cependant des difficultés. En particulier, il ne reproduit pas facilement les petites variations de densité que l'on observe dans le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement fossile, écho de la chaleur du Big Bang, dont la précision des mesures est devenue l'un des tests les plus rigoureux pour toute théorie cosmologique. Les modèles concurrents, notamment l'inflation cosmique, semblent mieux rendre compte de ces données. La troisième possibilité, peut-être que notre Big Bang fut un rebond. Certaines théories, notamment celles fondées sur la gravité quantique à boucle, une approche alternative à la théorie des cordes pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique, suggèrent que la singularité initiale n'était pas vraiment une singularité. Quand on applique les corrections quantiques à la relativité générale, les densités infinies n'apparaissent plus. Au lieu d'un point de densité infinie, on trouve une densité maximale finie, la densité de Planck, une limite naturelle qui émerge de la physique quantique. En dessous de cette taille, en dessous de cette densité, l'espace-temps ne peut plus être décrit en termes classiques.
Et si la densité a une valeur maximale finie, alors la contraction de l'univers vers le passé ne conduit pas à une singularité, elle conduit à un rebond. L'univers se comprime jusqu'à atteindre cette densité maximale, puis rebondit et recommence à s'expandre. Notre Big Bang serait alors ce rebond. Et avant notre Big Bang, il y aurait eu un univers en contraction, peut-être l'effondrement final d'un autre univers qui aurait lui-même eu une histoire complète d'expansion, un Big Crunch précédant notre Big Bang. Dans cette vision cyclique, l'univers a pu connaître une infinité de cycles, chacun précédé d'un effondrement et suivi d'une expansion. Pas de commencement, pas de fin, juste des cycles perpétuels, comme les vagues sur un océan infini. La quatrième possibilité. Peut-être que notre univers est une bulle dans un cosmos infiniment plus grand. L'inflation cosmique, le scénario actuellement le plus soutenu par les observations, postule que dans les tout premiers instants après le Big Bang, l'univers a subi une phase d'expansion extraordinairement rapide. En une fraction de seconde infinitésimale, une région microscopique de l'espace s'est dilatée pour devenir un univers observable. Cette inflation explique plusieurs propriétés remarquables de notre univers. Pourquoi il est si uniforme dans toutes les directions ? Pourquoi sa géométrie est si plate ? Pourquoi les structures à grande échelle, les galaxies, les amas de galaxies, les filaments cosmiques, ont exactement les caractéristiques observées. Mais l'inflation a une conséquence imprévue et dérangeante. Dans la plupart de ces formulations, l'inflation ne s'arrête pas partout en même temps. Elle continue éternellement dans certaines régions, pendant que d'autres régions cessent d'inflater et forment des univers locaux, des bulles dans un espace en inflation perpétuelle. Notre univers observable serait l'une de ces bulles, et autour de lui, à des distances inconcevables, d'autres bulles continueraient de se former, chacune avec potentiellement ses propres constantes physiques, ses propres lois, ses propres histoires cosmiques. Ce multivers de l'inflation éternelle est peut-être la réponse à la question « Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ?» Il y avait un espace en inflation permanente dans lequel notre univers bulle s'est formé. Avant notre bulle, d'autres bulles existaient, et existaient encore. Le cosmos n'a peut-être ni début ni fin globale. Mais cette réponse soulève une difficulté philosophique profonde. Un multivers est par définition non observable. Si les autres bulles sont inaccessibles, si elles ne peuvent pas interagir avec la nôtre, si aucune observation que nous pourrions faire ne nous permettrait de les détecter, est-ce encore de la science ? Certains physiciens pensent que oui, que le multivers est une conséquence inévitable de théories qui font par ailleurs d'excellentes prédictions, et qu'il faut en accepter les implications, même si elles sont inobservables. D'autres pensent que c'est là la frontière au-delà de laquelle la physique se transforme en métaphysique. La cinquième possibilité vient du prix Nobel de physique Roger Penrose, et elle est peut-être la plus audacieuse de toutes. Penrose, l'un des mathématiciens et physiciens les plus brillants du XXe siècle, proposa à partir de 2005 et développa dans son livre de 2010 ce qu'il appelle la cosmologie cyclique conforme. Son point de départ est une observation sur l'entropie. Si notre univers est né avec une entropie très basse et qu'il évolue vers des états d'entropie de plus en plus élevés, alors dans un futur infiniment lointain, quand tous les trous noirs se seront évaporés, quand toute la matière ordinaire se sera désintégrée, il ne restera plus rien que de la lumière et un espace vide en expansion accélérée, un état d'entropie maximale. Rien ne se passe, rien ne peut se passer. Mais Penrose remarqua quelque chose d'extraordinaire. Dans cet état ultime, où rien ne reste sauf de la lumière et de l'expansion, la notion de distance n'a plus de sens pour les photons. Ils ne vieillissent pas, ils n'ont pas de dimension temporelle propre. Et un espace vide en expansion exponentielle ressemble, mathématiquement, à un espace en expansion juste après un Big Bang. Penrose propose que ces deux moments, la fin infiniment diluée d'un vieux univers et le début brûlant d'un univers nouveau, sont en réalité le même moment, décrit dans deux cadres de référence différents. La mort d'un univers et la naissance du suivant sont une seule et même singularité, vue de deux côtés opposés. Dans ce cadre, notre univers a un précédent, et ce précédent a lui-même un précédent, et ainsi de suite, à l'infini. Une chaîne éternelle d'univers, chacun héritant de l'état final du précédent pour en faire son propre état initial. Penrose appelle chaque univers dans cette chaîne un néon, et il a cherché des preuves observationnelles de cette théorie dans les données du fond diffus cosmologique, cherchant des traces des dernières évaporations de trous noirs supermassifs de l'éon précédent, des cercles concentriques de température légèrement différentes, les points Hawking, comme ils les appellent. Ces preuves sont controversées. Certains physiciens pensent les avoir trouvées dans les données, d'autres contestent vigoureusement leur interprétation. La communauté scientifique n'a pas tranché. Ce qui est remarquable, c'est que toutes ces théories, la proposition sans frontières, le modèle ekpyrotique,
l'univers rebond, le multivers de l'inflation éternelle, la cosmologie cyclique conforme, sont des spéculations mathématiques cohérentes, construites par des physiciens sérieux, et aucune n'est réfutée par les observations actuelles. Et aucune n'est confirmée de manière définitive non plus. Nous ne savons tout simplement pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Nous ne savons même pas avec certitude si la question a une réponse. Et cette ignorance fondamentale n'est pas une lacune temporaire que quelques décennies de recherche supplémentaires combleraient facilement. Elle révèle quelque chose de plus profond. Les outils avec lesquels nous comprenons l'univers, la relativité générale et la mécanique quantique, sont incompatibles aux conditions extrêmes qui régnaient aux origines du cosmos. Pour répondre à cette question, il nous faudrait quelque chose que nous n'avons pas encore, une théorie unifiée de la gravité quantique. Faisons maintenant un pas en arrière. Regardons ensemble ces 5 mystères que nous avons traversés. Le temps, dont la flèche est réelle, mais dont l'origine reste inexpliquée. L'intrication quantique, dont la non-localité est prouvée, mais dont la signification profonde reste débattue. Le problème de la mesure, dont la mécanique quantique décrit les effets avec une précision parfaite, sans en expliquer le mécanisme fondamental. Le paradoxe de l'information des trous noirs, où 2 des plus grandes théories de la physique se contredisent directement, et la question de ce qui précédait le Big Bang, là où nos équations s'effondrent et où la question elle-même pourrait ne pas avoir de sens. Ce qui est frappant, quand on les examine ensemble, c'est qu'ils partagent tous un point commun. Ils se heurtent tous, d'une façon ou d'une autre, à la même frontière invisible, la frontière entre la mécanique quantique et la relativité générale. La mécanique quantique décrit le monde à l'échelle des particules avec une précision extraordinaire, mais elle ne contient pas la gravité. La relativité générale décrit la gravité et la structure de l'espace-temps avec une précision extraordinaire, mais elle ne contient pas la mécanique quantique. Chacune fonctionne parfaitement dans son domaine, mais aux conditions où les 2 devraient s'appliquer simultanément, dans les singularités des trous noirs, dans les origines du Big Bang, à l'horizon des événements, elles se contredisent, produisent des infinis et refusent de se parler. Tous nos plus grands mystères résident à cette même frontière. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un signal. Un signal que quelque chose de plus profond, une théorie que nous n'avons pas encore, attend d'être découvert. Une théorie qui engloberait la mécanique quantique et la relativité générale dans un cadre unique et cohérent, qui supprimerait les contradictions, qui répondrait aux questions que nous n'arrivons pas à poser correctement aujourd'hui. La théorie des cordes est la candidate la plus étudiée. La gravité quantique à boucle en est une autre. Il en existe d'autres encore, plus exotiques. Aucune n'est encore complète. Aucune n'a encore produit une prédiction expérimentale distinctive qui permettrait de la tester. Et c'est là un reproche sérieux que certains physiciens leur font. Mais l'histoire de la physique nous enseigne quelque chose d'essentiel. Chaque fois que 2 théories du réel se sont heurtées frontalement, chaque fois qu'une contradiction persistante a résisté aux tentatives de réconciliation, une révolution a suivi. La contradiction entre la mécanique classique et l'électromagnétisme de Maxwell donna la relativité restreinte d'Einstein. La contradiction entre le rayonnement du corps noir et la physique classique donna la mécanique quantique. Les contradictions que nous venons d'explorer sont du même ordre. Elles ne seront pas résolues par des ajustements mineurs. Elles demandent une rupture. Et dans cette rupture à venir, gît peut-être notre compréhension définitive du temps, de l'intrication, de la mesure, de l'information et des origines. Ces 5 mystères ne sont pas des lacunes à combler, ce sont les cicatrices visibles d'une physique qui pousse contre ses propres limites. Chaque fois que la science a rencontré une contradiction aussi profonde, ce n'est pas un cul-de-sac qu'elle a trouvé, c'est une porte. Si cette exploration vous a donné autant de frissons qu'à nous en la préparant, abonnez-vous à La Science Assoupie et appuyez sur j'aime, cela nous permet de continuer à plonger chaque semaine dans ces profondeurs que la science ose à peine regarder en face. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour soutenir notre chaîne directement par un don. Chaque donateur sera mentionné dans notre prochaine vidéo et si vous le souhaitez, vous pouvez y glisser une idée de sujet scientifique qui vous passionne. Vous ne savez pas ? Votre suggestion pourrait devenir notre prochain épisode. Bonne nuit ou bonjour selon l'heure qu'il est chez vous en ce moment.